on va poursuivre sur les expositions. Là, on a beaucoup parlé des collections. Vous êtes aussi commissaire d'exposition. Vous avez même d'ailleurs commencé commissaire d'exposition Tout à avant de fait. devenir aussi conservatrice. Et puis en général, on est souvent sur les deux champs, hein. Il y a plusieurs types d'expositions. De mon point de vue, il y en a au moins deux, si ce n'est bien plus. Il y a les expositions monographiques. Et là, il y a aussi deux cas de figure. Le cas de l'artiste vivant avec qui on peut échanger. C'est aussi, je pense, pour ça qu'on fait ce métier, si on peut dire métier. Et puis, on parlera peut-être aussi un petit peu des rétrospectives, qui évidemment, on n'a pas les mêmes interlocuteurs. Alors, comment ça se passe? Comment vous vient bon, l'idée, j'imagine, vous n'êtes pas toute seule à y réfléchir pour une exposition monographique, mais comment vous envisagez cette relation à l'artiste très tôt, tout de suite, beaucoup, à des moments précis Alors déjà, juste pour préciser, une programmation d'exposition dans un musée, ça se fait à 3 ou 4 ans à l'avance. C'est-à-dire qu'on sait déjà ce qu'on fait en 2025. Pourquoi? Parce que pour emprunter des œuvres, pour solliciter un artiste, il faut du temps. Et donc, nous sommes obligés de prévoir. Alors, il y a des petits volants de souplesse, mais quand même, les grandes expositions sont vraiment anticipées. Donc, c'est la même chose quand on travaille avec des artistes vivants. On doit se rapprocher d'eux pour pouvoir d'abord mobiliser leur calendrier et aussi les œuvres qu'on va emprunter. Et c'est un travail d'apprivoisement. Parfois, on se voit confier une exposition avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, on ne l'a jamais rencontré, on connaît son travail, mais on n'a pas eu l'occasion de se parler avant. Donc il y a cette rencontre qui va avoir lieu, et cette découverte, cette écoute, et puis aussi, voilà, il faut un peu... nous, on a un regard sur le travail de l'artiste, lui, il a des attentes, ou elle a des attentes, et on va essayer de faire se rencontrer aussi le budget qui nous est alloué, les espaces qui vont être consacrés au projet. Donc tout ça, ça doit rentrer dans toutes sortes de cases. Mais c'est le travail qui est intéressant, c'est justement, comme vous le disiez, cette rencontre, cet échange. Ça peut être très frustrant par moments, ça peut être aussi très exaltant. Il y a beaucoup je pense, de hauts et de bas, hein. C'est-à-dire que c'est aussi une espèce d'alliance pendant quelques mois ou plus. Parce que là, par exemple, avec la situation sanitaire, tous les projets ayant été reportés, et bien, il faut patienter. Chacun prend son tour dans la file d'attente. Mais ce qui est formidable, c'est de construire ensemble un projet et de faire advenir une idée, un parcours. Parfois, c'est une grande installation. Parfois même, on va produire avec l'artiste une œuvre qu'il n'avait pas imaginé faire, mais que l'invitation va lui permettre de générer. Donc on a de ce fait beaucoup de responsabilités à coordonner tout ça, et également parfois il faut être un peu ferme et ambitieux. Donc voilà, l'artiste peut être inquiet, il peut être dans le doute, on doit accompagner en fait, en essayant de réaliser peut-être un de ses rêves, et en même temps il faut tenir compte du public qui doit avoir accès. Donc par exemple, certains artistes ne veulent pas de cartel ou ne veulent pas s'expliquer, donc bien, on doit quand même faire un dépliant, un texte au mur, on va l'apprivoiser parfois sur toutes ces questions pour lui donner envie aussi de partager. C'est un grand moment pour l'artiste, une exposition dans un musée, c'est parfois un tournant dans sa carrière. Il y a beaucoup d'enjeux, aussi bien économiques que peut-être même de renommée. Et donc tout ça pèse sur le musée, sur le commissaire, mais bien sûr avant tout sur l'artiste. J'imagine que l'une des grandes qualités des curatrices et des curateurs, c'est aussi de savoir dire non, parce que sinon on fait n'importe quoi. Voilà, voilà. Et j'imagine, pas toujours facile. Alors, l'autre cas de figure, et ça c'est arrivé, il y a des parties plus historiques, plus contemporaines, y compris hein, dans les expositions temporaires, c'est le cas de figure de rétrospective. Là, c'est évidemment plus compliqué, puisqu'il y a en effet les ayants droit, les collectionneurs, il y a des œuvres un petit peu partout dans le monde. Là, j'imagine que c'est démesurément, ça peut être démesurément plus compliqué, au moins du point de vue de la relation. Je dirais le contraire. Ouais. Je pense que avoir un compagnonnage avec un artiste pendant plusieurs mois ou années peut être aussi très lourd, parce qu'il faut le défendre vis-à-vis de l'administration, par exemple, et de la production. Donc on doit vraiment le soutenir, lui, et aussi défendre ses intérêts. Et on est toujours en étau entre ces deux instances. Mais pour répondre à votre question sur les expositions d'artistes morts ou
d'artistes n'ayant plus, on va dire, voix au chapitre, eh bien, oui, il faut dresser une liste des œuvres qu'on veut emprunter, il faut vérifier leur disponibilité, il faut parfois aller les voir sur place, il faut s'assurer de leur bon état. Il faut payer parfois des restaurations si elles ne sont pas visibles. Ça va demander une organisation de transport, de fabrication de caisses, d'estimation de toutes sortes de coûts, de scénographie bien sûr, et tout ça on le fait tout seul. C'est la grande différence, c'est que personne n'est associé à la manière dont on va imaginer le parcours. Mais l'organisation, elle peut effectivement générer des tensions parce qu'il y a des tensions économiques, c'est très souvent ça. On va devoir appeler une fondation et leur dire « écoutez, la caisse à 30 000 euros parce que ça vient des États-Unis, c'est pas possible. Il va falloir trouver une solution. » Donc on est obligé de négocier, on est obligé de faire réduire les coûts. On va aussi argumenter, notamment avec des prêteurs qui veulent venir en première classe pour assister au vernissage. Donc voilà, tout ça n'est pas possible avec l'argent public, c'est l'argent des Parisiens. On leur rappelle régulièrement que nous avons un devoir de justifier de nos dépenses. Mais c'est aussi bien sûr un grand moment pour tous ces collectionneurs, pour ces fondations, pour tous ceux qui sont impliqués. Et c'est une grande célébration à la fois de l'artiste, mais aussi de tous ceux qui se sont engagés à un moment de leur vie pour cet artiste quand ils l'ont acheté. Et c'est rendre aussi, en quelque sorte, hommage à ces choix qui ont été faits il y a parfois 60 ans, 70 ans. Et nous n'évoquerons pas les œuvres abîmées bien sûr. Dans un entre-deux. Pendant l'exposition, ça c'est aussi le problème parfois. Voire même à l'arrivée, au départ, où on ne sait plus bien exactement. Oui, il y a des restaurateurs qui sont là pour faire les constats d'état lorsque l'œuvre sort de sa caisse. Je sais que ça peut être très compliqué. Il y a aussi l'autre grande exposition, qui sont les grandes catégories, qui sont les expositions thématiques. Alors, il y en a où vous êtes commissaire seul, parfois à deux, parfois à trois. Hein. C'est souvent un travail collaboratif. Et puis, évidemment, ça engage le musée dans son entier. Donc, c'est, j'imagine, beaucoup de dialogue. Mais en même temps, un thème, souvent, il émerge dans un esprit, il est modifié par un autre. Ce sont des échanges. Il faut que ça parle aux gens. Et en même temps, il y a ce qu'on a envie de dire. Il y a le contexte. Comment vous l'envisagez, cette quête du thème, j'imagine, pour 2026 maintenant Comment ça vous vient en faisant du sport Alors, en fait, on échange beaucoup entre nous aussi. On va essayer de faire valider un peu nos idées d'abord entre nous, avant de les exposer, par exemple, et de commencer vraiment à chercher. Donc, c'est un peu aussi des thématiques liées à l'ère du temps, forcément. Un musée est en lien avec la société. Alors, bien sûr, on ne va pas faire un sujet sur Black Lives Matter immédiatement parce que ce serait trop compliqué. On serait exposé à beaucoup contextuel plus que l'actualité. Oui, voilà. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être dans une réponse journalistique, par exemple, mais ce qui se passe dans la société nous impacte, nous questionne. Donc, nous, on va aussi s'appuyer énormément sur notre passé et ce qui a été fait ailleurs. Donc, on doit tenir compte de tout ça. Et on va aussi dans une programmation équilibrée entre des expositions thématiques, des expositions solo, étrangères, françaises, de jeunes artistes plus âgés. Donc, il y a tout cet équilibre qui se joue, ce qui fait qu'une exposition thématique, en fait, revient assez peu fréquemment, finalement, dans tout cet équilibre. Donc, pour y réfléchir, oui, ça peut être des idées qu'on peut avoir en lisant un livre, en sortant d'un film, en parlant avec d'autres. Ça peut être aussi des propositions qui nous arrivent de l'étranger, de musées avec lesquels on a déjà collaboré, qui nous soumettent une idée, parce qu'ils veulent le faire à plusieurs, par exemple. Ça va être aussi des personnes extérieures qui viennent proposer des projets, des chercheurs, des universitaires ou d'autres commissaires freelance qui ont envie de travailler avec le musée d'art moderne. Donc vous voyez, il y a beaucoup de formes qui se proposent à nous et ensuite on fait un choix. Puis aussi, il y a des questions budgétaires qui vont s'imposer, des questions de temps, de calendrier, d'agenda qui vont imposer de refuser ou d'accepter des propositions. Donc en fait, on a toujours plus d'idées que ce qui est possible de réaliser. Alors le thème, c'est au tout début, et il y a quelque chose, j'imagine, d'exaltant. Et puis, à un moment donné, avant l'arrivée du public, il y a aussi la phase scénographie, c'est-à-dire comment on crée un parcours, comment on raconte une histoire. Là, on commence déjà à se projeter quasi à la rencontre du public, quoi.
Tout à fait. Alors ça, c'est un travail vraiment aussi de complicité. Le scénographe est quelqu'un qui va recueillir toutes les idées qu'on peut avoir à partir des œuvres. On part toujours des œuvres dans l'espace. Il va faire plusieurs propositions qui vont faire l'objet de discussions, qui vont être aussi étudiées de façon économique, mais aussi peut-être plus écologique parfois. Enfin, il y a tous ces critères qui vont entrer en ligne de compte. Et le parcours, il doit à la fois permettre la circulation des personnes. Si on imagine que c'est une exposition qui aura du succès, on ne peut pas se permettre d'avoir des passages trop étroits. Il faut que les gens puissent circuler vraiment en nombre. Si c'est une exposition plus intime, eh ben, on peut créer des espaces qui vont donner cette impression voilà, d'être plus près des œuvres. Donc tout ça, c'est le scénographe aussi qui va l'imaginer. Ensuite, il y a plein de moyens différents de donner accès à une œuvre. Si on met un trottoir, on met à distance. Si on met une alarme, la personne qui visite peut se rapprocher de l'œuvre, mais ça va sonner si elle se penche. Donc déjà, c'est deux manières différentes de freiner l'envie d'être très près d'un tableau, par exemple. Si on fait une exposition avec des installations, des sculptures, ça va être encore une autre forme. Il faut que les visiteurs puissent tourner autour. Donc tout ça est imaginé, réfléchi. On a beaucoup de possibilités aujourd'hui. Autrefois, on faisait des maquettes, on posait avec des petits post-it des agrandissements en 2-3 centimètres de l'œuvre pour pouvoir jouer avec. On filmait pour essayer de se dire comment est-ce qu'on parcourt. Maintenant, on a des modélisations à travers des logiciels qui nous permettent de nous projeter dans l'espace, de se rendre compte du rapport du visiteur aux œuvres. Et puis, on a aussi accès à beaucoup plus de moyens, aussi bien avec les propositions qui sont faites d'immersion, de nouveaux médias. Donc nous, on est un musée qui ne va pas tellement aller dans ce registre, parce qu'on est vraiment encore dans une approche plus historique. On tient beaucoup à ce que le visiteur ait accès aussi à des archives. Donc on va toujours avoir des vitrines qui donnent accès au passé, si c'est une exposition plus historique, bien sûr. Mais donc on va privilégier le côté plus référencé. On va toujours chercher à montrer que ce qu'on essaie de dire est soutenu par des sources d'archives, par exemple, de photos, de textes. Voilà. Aussi, considérons que être commissaire d'exposition, c'est aussi raconter des histoires. Il y a 1000 façons de le raconter avec la scénographie. J'imagine que vous faites des visites pour quelques groupes, surtout au début, ou même au gré des voyages de personnalités. Et puis il y a le catalogue. J'imagine que parallèlement, vous travaillez sur le catalogue, qui est une autre façon de raconter des histoires, où il y a aussi un parcours avec une pagination, par exemple. Et ça, c'est très important. Et évidemment, la librairie du musée donne une grande part au catalogue. Et il y a systématiquement des catalogues. Il y a systématiquement des catalogues parce que c'est l'ADN du musée. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. C'est un travail qui se fait de manière vraiment concomitante avec la préparation de l'exposition. C'est-à-dire qu'on travaille sur le catalogue très rapidement parce qu'il faut solliciter des auteurs, parfois des traducteurs. Il faut bien sûr récupérer tous les visuels. Il faut aussi, comme vous le disiez, créer l'architecture de l'ouvrage. Il faut travailler avec un graphiste. Et donc tout ça prend du temps. Et parfois, en fait, c'est en écrivant la préface ou le texte d'introduction que l'on va trouver le réel enjeu de l'exposition. C'est en y réfléchissant, en ayant tout en tête, que va s'articuler vraiment le propos. On l'a déjà en tête, bien sûr, mais pourquoi on le fait. Ça peut être instinctif pendant très longtemps, et tout à coup, le fait d'écrire oblige à vraiment mettre à plat l'ensemble des raisons, mais aussi des objectifs du projet. Et ça, c'est une phase extrêmement importante dans notre travail. Et bon, bien sûr, on fait parfois des catalogues bilingues. Effectivement, on les tire à assez peu d'exemplaires. Hein. Paradoxalement, c'est beaucoup de travail pour quelque chose qui reste assez peu diffusé. Et après, quand c'est épuisé, ça fait des collectors. Exactement.